Salut les curieux, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu au sein de la chaîne Graines de Savoir. Surtout sur ce format. En plus, de retour au sein de la rubrique, la Dinothèque, avec encore le jeu Jurassic World Evolution. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un dinosaure théropode. C'est vrai que les théropodes, ce sont les dinosaures qui intéressent le plus le grand public. Alors aujourd'hui, nous allons voir un théropode très particulier. Et je dirais même très particulier. En avant Magnéto et découvrons notre animal. Non, pas celui-ci. Quoique la comparaison est plutôt pas mal. Mais non, voici véritablement notre dinosaure. Et oui, c'est bien le Therizinosaurus, un théropode très particulier. Le Therizinosaurus est un théropode, c'est-à-dire un membre de la très grande famille des dinosaures carnivores. Et déjà sur son régime alimentaire, il y a beaucoup à dire. Mais savez-vous que notre dinosaure d'aujourd'hui n'est connu actuellement qu'à partir de ses seuls éléments? Oui. Et malgré ce fait, il est bien un des célèbres protagonistes du dernier Jurassic World. Pour débuter, commençons l'histoire de la découverte de notre cher Therizinosaurus. Les premiers restes de Therizinosaurus furent découverts lors d'une expédition soviétique organisée par l'Académie des sciences de Moscou, dans le désert de Gobi, en Mongolie, en 1948. Ces fossiles se trouvaient dans des couches sédimentaires de la formation géologique de Nemegt. L'holotype comprenait principalement 3 grandes griffes de main, le tout numéroté sous PIN 551 483. PIN fait ici référence au Muséum de l'Académie des sciences de Moscou. Il fallut attendre 1954 pour que les fossiles soient décrits par le paléontologue russe Evgeny Alexandrovitch Malev. Dans cette première interprétation, il détermina curieusement que ces griffes démesurées appartenaient à une sorte de tortue possédant d'énormes griffes, lui permettant de collecter des algues dans les grands plans d'eau. Therizo, signifiant faux en grec ancien, Zoros, lézard, toujours en grec ancien, et enfin Cheloniformis, qui comme toujours vient du grec et signifie forme de tortue, donc littéralement lézard à faux ayant une forme de tortue. Petite anecdote, dans la série documentaire de la BBC des débuts des années 2000 sur les traces des dinosaures, avec le célèbre Nigel Marven, ce dernier affirme que les paléontologues ont tout d'abord cru découvrir des côtes géantes de tortues, au lieu d'une griffe. Alors franchement, j'ai fait énormément de recherches sur les premières interprétations de cette griffe de Therizinosaurus. Je n'ai jamais vu de référence sur cette côte de tortue géante. Je me suis dit que la traduction française avait forcément fait une erreur. J'ai regardé donc le documentaire en anglais et non, on dit bien rib, donc des côtes. Donc c'est pas une mauvaise traduction. Je ne sais pas du tout d'où est venue cette information et si elle est véritablement véridique. Donc prenez plutôt en compte que la première interprétation de cette griffe, c'était bien une griffe pour les paléontologues, mais plutôt une griffe d'un lézard ressemblant à une tortue. Revenons à la découverte de Therizinosaurus. C'est seulement 16 ans plus tard, en 1970, que le paléontologue Anatole Rozhdestvenski découvrit les relations morphologiques des griffes découvertes avec celles d'un théropode asiatique, le Chilantesaurus, et en conclut que cet animal était bien un dinosaure, et sûrement un théropode lui aussi. Cette conclusion fut rapidement approuvée et suivie par les deux chercheurs Alska
Osmolosca et Ewaroniewicz, après la découverte d'un autre théropode énigmatique, le Deinocheirus, lui aussi découvert en Mongolie dans le désert de Gobi. De 1968 à 1982, 4 nouveaux spécimens très fragmentaires ont été découverts. En 1968, le spécimen MPCD117 comprenait une griffe fragmentaire du troisième doigt de la main droite. En 1972, le spécimen MPCD116 comprenant une griffe du doigt numéro 1 de la main droite. En 1973, le spécimen MPCD115 comprenant le bras gauche et le doigt avec en plus l'escapula et les coracoïdes, le tout avec seulement un doigt mais complet, le doigt 2 du bras droit. Et enfin le spécimen MPCD 145 qui lui aussi fut découvert en 1973 et comprenant un membre postérieur droit fragmentaire, fémur fragmentaire, une extrémité inférieure de tibia, l'astragale, le calcanéum, le tarse numéro 4 et quelques fragments de métatarse. C'est en 1976 que le paléontologue mongol Rinchen Barsbold détermine l'appartenance de tous ces spécimens au genre et à l'espèce Therizinosaurus cheloniformis. Il fut suivi en 1982 par le paléontologue également mongol Altangerel Pearl, qui réalisa une étude sur les derniers spécimens découverts de ces dinosaures. Altangerel détermina également que cet animal était bien un théropode et non un représentant des chéloniens ou un lézard ressemblant à une tortue. Il rapprocha également le Therizinosaurus d'un autre dinosaure découvert entre 1970 et 1979. Et lui aussi, ses restes furent découverts dans le désert de Gobi. Et lui aussi n'est connu que de restes fragmentaires, le fameux Seniosaurus, qui laissa perplexe de nombreux paléontologues après sa découverte. Oui, parce que l'animal avait des caractères au sein des théropodes qui chamboulaient véritablement tout. Et on verra par la suite, puisque ces caractères, ce sont les caractères des Therizinosauridae, cette famille dont fait partie notre cher Therizinosaurus. Encore une histoire compliquée. Je vais donc vous expliquer comment on obtient ceci avec ceci. Pour décrire la morphologie générale du Therizinosaurus, on a des indices complémentaires aux spécimens découverts de l'animal, les restes de ses proches parents. Les spécimens de référence les plus utilisés pour reconstituer notre dinosaure ont été le Nemongosaurus et l'Alaxasaurus pour l'ensemble du corps, le Nanchingosaurus et le Seniosaurus pour la partie pelvienne, et enfin l'Erlikosaurus et Alsasaurus pour le squelette crânien. Et oui, désolé de vous l'apprendre, mais votre cher Therizinosaurus n'est qu'un composite. Je dirais même plus, c'est une chimère. C'est une chimère reconstituée en tout point avec ses cousins les plus proches. Et cela est très fréquent au sein de la paléontologie dinosaurienne, et je dirais même dans l'ensemble de la paléontologie. Par exemple, dans les premières années de la découverte de Tyrannosaurus, on avait déjà un bon squelette. Mais beaucoup d'éléments manquaient et une bonne partie du premier squelette monté à New York a été reconstitué avec comme référence un théropode, dinosaure carnivore, bien connu à l'époque, le fameux Allosaurus, et qui permit par exemple la reconstitution des membres antérieurs. C'est pourquoi vous pouvez voir sur d'anciennes photos du T-Rex, monté à New York, 3 doigts aux mains de notre cher Titi. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'apparence de notre Therizinosaurus ? Eh bien tout d'abord, c'est un grand dinosaure, même le plus grand des Maniraptoriformes connus, avec le célèbre Deinocheirus. Cette grande famille de théropodes comprend des ornithomimosaures, dont fait partie Deinocheirus, les Maniraptors, comme les fameux Deinonychus et Velociraptor, mais également nos oiseaux actuels. Donc ce n'est pas rien d'être le plus grand au sein de cette ménagerie. Une longueur estimée entre 9 et 10 mètres de long pour un poids d'environ 3 à 5 tonnes. Il avait un long cou terminé par une petite tête munie de dents, mais également d'une remphothèque, vulgairement un bec, ce qui paraît être une exception chez les théropodes, mais en fait, pas du tout. Les oiseaux actuels sont tous pourvus d'un bec, et de nombreux dinosaures théropodes non aviens avaient déjà ce caractère, comme par exemple les ornithomimosaures et les oviraptors. Son abdomen était imposant, et on verra plus tard pourquoi. Il avait une stature bipède sur de grands membres postérieurs trapus.
Son bassin était ophistopubien, c'est-à-dire que son pubis était dirigé vers l'arrière du corps, ce qui est un caractère assez courant chez les maniraptoriformes. Il possédait une petite queue quand on le compare aux autres théropodes non aviens. Mais ce qui est le plus étonnant chez ce dinosaure, même si on le compare avec d'autres Therizinosauridae, ce sont ses imposantes griffes de ses mains, qui pour la plus grande découverte mesuraient plus de 50 cm de long. Ses bras étaient aussi très longs, une longueur de 2,40 m. On distingue une bonne puissance musculaire de ses bras lorsqu'on étudie par exemple les attaches musculaires entre la ceinture scapulo-coracoïdienne et l'humérus. Les biceps et les muscles deltoïdes étaient imposants. Revenons à la tête de notre animal et plus précisément, attardons-nous sur sa mâchoire. Comme je vous l'ai décrit précédemment, sa mâchoire était munie de dents et d'un bec. Alors oui, mais nous n'avons découvert aucun crâne de ce dinosaure. Alors quand je dis de ce dinosaure, c'est du Therizinosaurus. On a bien des crânes de Therizinosauridae, mais nous ne possédons aucun crâne de Therizinosaurus. Mais heureusement, tous ces proches parents dont on a trouvé des crânes ont ce caractère, dents plus bec. Donc notre Therizinosaurus devait sans aucun doute avoir cette configuration buccale. Ses dents, comme les autres Therinosauridae proches, devaient être homodontes, c'est-à-dire qu'elles avaient toute une morphologie semblable. Elles étaient fortement crénelées. L'étude morpho-fonctionnelle de la mâchoire des Therizinosauridae nous a permis de savoir que la puissance de fermeture de leur mâchoire était très peu élevée. Surtout que leur crâne est allongé, et donc la force exercée à l'extrémité du bec était ridicule. Maintenant, voyons le mode de vie de notre animal. Le Therizinosaurus, malgré son appartenance aux théropodes, il n'est pas un carnassier, un gros mangeur de viande. Mais au vu de sa dentition et de son bec, ce devait être un animal mangeur de plantes. Et comme vu précédemment, cet animal n'avait pas une forte puissance de mâchoire, lui permettant de broyer ou couper des végétaux robustes, mais plutôt s'attaquer aux rameaux tendres et aux fruits, devenant abondants à la fin du Crétacé. Son bec aurait pu lui permettre de saisir et collecter des fruits et les feuilles tendres, et ses dents lui permettaient sans doute d'arracher des feuilles plus résistantes. D'ailleurs, une partie de son corps aurait pu pallier à la faiblesse de sa mâchoire pour la collecte des végétaux. Ses bras munis de longues griffes. Un mammifère actuel peut être un exemple pour notre dinosaure, le paresseux. Le paresseux actuel a d'énormes griffes qui sont sensiblement identiques par leurs proportions et leur forme à celle du Therizinosaurus. Alors oui, c'est vrai, le paresseux s'en sert pour grimper aux arbres. Et je vois mal un Therizinosaurus de 5 tonnes monter en haut de la cime des arbres. On est bien d'accord. Mais le paresseux s'en sert également pour prélever et ramener à sa bouche les végétaux dont il se nourrit. Il y a quelque chose qui me chiffonne sur notre Therizinosaurus. C'est un animal de 9 mètres de long environ, pour un poids de 3 à 5 tonnes. Une posture et une morphologie ne lui permettant pas une marche rapide, et avec tout cela, il partageait son environnement avec un terrible prédateur, un terrible théropode, un terrible tyrannosauridé, le Tarbosaurus. C'est pas un petit chasseur celui-là. Le Tarbosaurus, qui était la copie conforme asiatique du fameux Tyrannosaurus d'Amérique du Nord, là où je veux en venir, c'est que la seule chose qui aurait pu protéger notre dinosaure, ce sont ses énormes griffes. Je ne le vois pas attaquer directement à Tarbosaurus, mais plutôt se redressant en présentant ses énormes griffes, tout en remontant son cou pour le protéger. Un outil plutôt dissuasif qu'une arme à proprement parler. D'ailleurs, ce caractère impressionnant a pu être sélectionné par les femelles. Lors de la saison des amours, les femelles auraient pu privilégier les Therizinosaurus mâles qui avaient les griffes les plus imposantes, donc faire de cet organe, de ces griffes, un caractère d'apparat. Pour ma part, ces griffes devaient avoir l'ensemble de ces fonctions. Il y a 2 études complètes sur l'utilisation des griffes de Therizinosauridae. L'une publiée en 2014 et réalisée au sein de l'université de Bristol, Morphological and Functional Diversity in Therizinosaur Claw and the Application for Theropod Claw Evolution, ce qui se traduit par diversité morphologique et fonctionnelle des griffes de Therizinosaures et leurs implications pour l'évolution des griffes de théropodes. Et l'autre publication fut publiée en 2023 et réalisée au sein de l'université de Bristol. Encore elle.
mais également avec une équipe de chercheurs de l'Académie des sciences de Beijing, en Chine, sous le titre Functional Space Analysis Reveals the Function and Evolution of the Most Bizarre Theropod Manual Lingual, ce qui se traduit par les analyses de l'espace fonctionnel révèlent la fonction et l'évolution des griffes les plus bizarres chez les théropodes. Ces deux études sont bien documentées et utilisent des simulateurs informatiques de stress de contrainte sur des représentations 3D de griffes de nombreux théropodes, mais également de mammifères actuels et disparus. La première étude de 2014 conclut que le Therizinosaurus, que ce dernier n'utilisait probablement pas ses griffes pour le creusage ou la perforation, mais plutôt pour la collecte de végétaux. Par contre, l'étude de 2023 va encore plus loin et conclut que les Therizinosaurus n'utilisaient leurs griffes ni pour la traction, le creusage, la perforation et la collecte. Rien du tout. Les auteurs de l'étude émettent l'hypothèse que les griffes de Therizinosaurus n'auraient pu être que des outils d'apparat pour les mâles et que ces derniers auraient pu également développer ces formes et tailles disproportionnées proportionnellement avec l'évolution en taille et en masse de ces animaux. Ces deux études sont très intéressantes, surtout quand on s'intéresse aux méthodes modernes utilisées. Scanner, simulation informatique et compilation de nombreuses données morpho-fonctionnelles d'animaux actuels et disparus. Et d'ailleurs, je vous invite à aller visionner la vidéo d'Entracte Science numéro 37 dans la rubrique Paléo News sur justement cette étude de 2023. Il a fait véritablement une petite analyse très intéressante sur cette étude. Petit coucou Julien. Par contre, cette publication n'est pas une vision certifiée de l'utilisation des griffes de Therizinosaurus. Il manque une donnée importante dans cette étude qui pourrait changer globalement les résultats de cette dernière. Oui, car ici, on n'a pas pris en compte les tissus de kératine sur les griffes. Malheureusement, lors de la fossilisation, ce type de tissu se fossilise que très rarement et nous n'avons aucun fossile de griffes de Therizinosaurus avec de la kératine. Cette kératine aurait pu jouer un rôle de renforcement et d'amortisseur, ce qui permettrait aux griffes de résister à de plus grands stress de contrainte. Dans l'étude de 2014, les auteurs précisent bien ce manque de kératine dans leurs données, ce qui n'est pas fait dans l'étude de 2023, ce qui est bien dommage. Petit point particulier encore sur notre Therizinosaurus, nous savons avec la découverte sur un fossile de Beipiasaurus que les Therizinosauridae possédaient des plumes. Alors certes, ils ne possédaient pas de pennes, c'est-à-dire de longues plumes larges avec des barbes le long d'un rachis, mais plutôt de longues plumes duveteuses comparables aux poils chez les mammifères. Ces plumes, plus longues au niveau des membres antérieurs, pouvaient servir lors de la couvaison des œufs, en les protégeant des fortes chaleurs, mais également des nuits froides. Cet argument, tout à l'heure, pourra être invalidé. Vous verrez pourquoi, je spoil pas trop. L'étude de la boîte crânienne des Therizinosauridae nous permet d'en savoir un peu plus sur leurs capacités cognitives et peut-être leur comportement. Une étude de 2014 intitulée The Brain Case of the North American Therizinosaurian Notronicus McKinley, en français boîte crânienne du therizinosaure nord-américain Notronicus McKinley, étude dirigée par le paléontologue David Smith de Northland Pioneer College. Smith y conclut dans cette étude que les therizinosaures avaient un cerveau comparable aux oiseaux actuels et qu'ils différaient nettement avec ceux des théropodes plus primitifs. Une autre étude de 2012 va encore plus loin. The Endocranial Anatomy of Therizinosaura and its Implication for Sensory and Cognitive Function, en français Anatomie de la boîte crânienne de Therizinosaure et implication dans les fonctions sensorielles et cognitives. Étude dirigée par le paléontologue Stefan Lautenschläger. Lautenschläger conclut que les Therizinosauridae avaient des capacités sensorielles très développées, comme l'odorat et l'ouïe. Il va même déclarer que leurs capacités cognitives leur permettraient même des comportements sociaux élaborés. On est bien loin des hypothèses orthodoxes du début du XXe et milieu du XXe siècle sur le fait que nos chers dinosaures étaient des animaux lents et stupides. Même si cela est tout de même spéculatif et doit être évoqué avec prudence. L'étude de Lautenschläger est une compilation de caractères endocrâniens comprenant des informations sur des animaux disparus mais aussi actuels. Une découverte exceptionnelle vient un petit peu casser cette conclusion de Lautenschläger. Dommage pour lui. Alors juste en partie.
En 1997, des œufs de Therizinosauridae ont été découverts dans la formation de Nanchao, dans le centre-est de la Chine. Ils sont exceptionnellement bien conservés et on y trouve pour certains des embryons dans un bon état de fossilisation. Il fallut attendre 2007 pour qu'une véritable étude soit réalisée sur ces œufs. Embryos of Tyrannosaurid theropod from the Upper Cretaceous of China. Diagnosis and Analysis of Ossification Patterns. En français, embryons de théropodes tyrannosauroïdes du Crétacé supérieur de Chine, diagnostic et analyse des schémas d'ossification. Une étude dirigée par le paléontologue Martin Krudate de l'université Pavol Josef Zafarik en Slovaquie. Cette étude conclut qu'au vu de l'ossification précoce des membres des embryons de thérizinosaures, la présence de dents bien formées et de la particularité que les œufs étaient enfouis, qu'il était fort probable que les jeunes se débrouillaient seuls et que les adultes les abandonnaient après la ponte. Ce n'est peut-être pas le meilleur exemple de comportement de parentalité chez les dinosaures. Ah oui, nos chers Therizinosaurus, c'était pas des bons parents, apparemment. Quelle est la position phylogénique de notre Therizinosaurus ? Comme je l'ai souvent énoncé, notre dinosaure est un théropode, donc un dinosaure du sous-ordre des Orischiens, ordre comprenant en son sein les sauropodomorphes, pour faire simple, les dinosaures à long cou, les prosauropodes et les sauropodes, et les théropodes, les dinosaures non aviens bipèdes et carnivores, avec quelques et même de nombreuses exceptions, et bien sûr les oiseaux actuels qui font partie des théropodes. Le Therizinosaurus fait aussi partie du clade plus restreint des maniraptoriens, comprenant les ornithomimosaures, les oviraptors, troodontides, droméosaures, alvaréosaures, therizinosaures, oui forcément, et les oiseaux. Tous ces animaux possèdent un os semi-lunaire au niveau du poignet, ce qui confère une bonne mobilité de la main. D'ailleurs, le Therizinosaure ont des liens étroits avec les alvarésaures, ces petits théropodes tels que Mononicus. Et enfin, Therizinosaurus fait partie de la famille des... Alors, fait partie de la famille des Therizinosauridae ou Therizinosauridae. Et comme plus proches parents connus actuellement, le Nemongosaurus et l'Erliansosaurus. Tous deux également découverts dans le désert de Gobi en Mongolie. Les Therizinosauridae sont des dinosaures essentiellement découverts en Asie et en Amérique du Nord, dans des formations géologiques datant du Crétacé supérieur. Même si quelques restes très fragmentaires attestent une présence de cette famille en Afrique et en Europe, sous la même période, donc fin du Crétacé. Les synapomorphies, c'est-à-dire les caractères présents chez tous ces taxons, et qui représentent justement l'appartenance à ce clade qu'est les Therizinosauridae, sont une absence de dents sur le prémaxillaire et l'extrémité du dentaire, avec la présence d'une remphothèque, avec un bec, pour faire simple. Mais on en a déjà parlé précédemment. Des dents petites, coniques et avec des dentelures grossières ou modérées. Un allongement du crâne avec des orifices nasales très allongés et un os palatin également allongé et étroit. Un cou long et mobile. Une scapula longue et aplatie caudalement, ainsi qu'un coracoïde fusionné avec la scapula. Un humérus très robuste et de longues griffes à l'extrémité des membres antérieurs. Oui, quand même un caractère très iconique. Si on n'avait qu'un à retenir, je pense que ça serait d'ailleurs celui-là. Avec peut-être le bec. Des vertèbres dorsales fortement pneumatisées, un bassin très large avec un pubis parallèle à l'ischyum. Une convergence évolutive avec les ornithischiens. Une réduction du nombre de vertèbres caudales en comparaison avec la plupart des théropodes et des chevrons réduits, ce qui en faisait une queue courte et flexible. Son milieu de vie maintenant. Le Therizinosaurus a vécu au Crétacé supérieur, plus précisément au début du Maastrichtien, entre moins 70 millions d'années et moins 68 millions d'années, dans une région de Mongolie qui était à l'époque une grande plaine où de nombreux cours d'eau sinuaient entourés de grandes forêts d'Araucaria. Le paysage devait ressembler au delta marécageux actuel d'Okavango, dans le sud de l'Afrique. Le climat était plutôt tempéré avec une saison froide et sèche, et une seconde chaude et humide. Il y avait une paléofaune très riche en dinosaures,
Alors quand on me dit que la diversité des dinosaures n'était pas exceptionnelle à la fin du Crétacé, là, dans la localité de notre Therizinosaurus, il y avait du monde. Les alvérosaures Mononychus et Nemengtonicus, les Deinonychosaures Adasaurus et Velociraptor, et aussi Zanabazar, les ornithomimosaures Anseruomimus, Gallimimus et Deinocherus, ce gros dinosaure avec des gros poils. Les oviraptorosaures Avimus, Gigantoraptor, Oviraptor, Rynchenia et Elmisaurus. Et bien sûr, des tyrannosauridés. Pourquoi je fais ça, moi? Donc les tyrannosauridés Alectrosaurus, Aleoramus, Bagaratan et le grand tyrannosauridé d'Asie de la fin du Crétacé, le fameux... Alors vous l'avez ou pas? Bah oui, Tarbosaurus, bâtard. Des ankylosauridés, Zecania et Tarkia, les pachycéphalosauridés Omalocéphales et Prénocéphales, les hadrosauridés Barsboldia et Zorolophus, les titanosauridés Nemengtosaurus et Ah, c'est quoi ce nom là? Opistocoelicodia. Voilà. J'ai réussi. Purée. Autant je suis fort sur certains noms, mais alors celui-là, la paléofaune supplémentaire comprend des oiseaux comme Judinornis ou Teviornis, des ostracodes d'eau douce, des sortes de petits crustacés, des poissons comme l'Arenactis, des tortues terrestres et aquatiques comme Mongolochelis et Nemectémis, et le crocodiloforme Paraligator. Alors, il n'y a pas que des dinosaures, mais au niveau des dinosaures, c'est velu, c'est pas mal. Pour en finir avec ces descriptions, pour un dinosaure qu'on ne connaît pas beaucoup d'éléments, on sait pas mal de choses. Bah, tout ça grâce à ses parents proches. C'est beau la paléontologie. Avec pas grand-chose, mais avec quelques petits copains à côté, on peut quand même élucider pas mal de blancs. Mais il y a encore de nombreuses inconnues sur ce spécimen et j'espère que de nouvelles découvertes pourront combler quelques incertitudes sur le Therizinosaurus. Maintenant parlons de notre dinosaure dans le fameux jeu Jurassic World Evolution 2. Dans son ensemble, je trouve le corps de l'animal trop svelte, surtout lorsqu'on étudie le bassin de ses plus proches parents comme par exemple Nunchungosaurus. Les griffes des mains sont trop droites et doivent être légèrement recourbées. D'ailleurs, là, elles ressemblent beaucoup plus à l'image que vous avez au début de l'épisode. Dans le film, on dirait les doigts de notre cher Édouard aux mains d'argent. Par contre, le positionnement des mains est correct, un point plus que positif. La longueur du cou et la queue est correcte par rapport aux autres Therizinosauridae connus. Les plumes sont présentes et d'après le spécimen fossile de Beipiasaurus, cela pouvait être une norme chez les Therizinosauridae, même si, bon, on ne sait pas. C'est pas parce qu'on a trouvé des plumes forcément sur un membre des Tyrannosauridae que forcément ils avaient tous des plumes. Il y a une forte probabilité que de nombreux membres de cette famille avaient des plumes. Mais est-ce que la totalité avait des plumes? Et s'ils avaient tous des plumes, est-ce qu'ils avaient la même configuration, la même longueur, proportionnellement à l'animal? Ça, on n'en sait strictement rien, puisqu'on en a seulement trouvé sur le fossile de Beipiasaurus. Donc de longues plumes filamenteuses étaient présentes sur les bras, comme chez Beipiasaurus. Et là, sur notre spécimen, il y a de longues plumes filamenteuses présentes sur les bras, comme chez Beipiasaurus, même si personnellement j'aurais voulu les voir plus longues sur la présentation de Jurassic World Evolution 2. Alors, quand je dis ça, je parle bien des plumes des bras, pas sur l'entièreté du corps. J'aurais pas voulu avoir un Therizinosaurus comme le Deinocherus. Parce que le Deinocherus, c'est un mammouth sur deux pattes, sans les défenses, monsieur. Il y avait des grandes griffes aussi. La taille de l'animal est conforme aux différents restes découverts. Verdict, j'approuve dans sa globalité cet animal, dans le jeu. Même si il n'est pas l'une des meilleures représentations dans ce jeu. Et de loin. Franchement,
il est plutôt dans le moyen moins. Parce que je vous dis, il y a quand même des petites choses qui me chiffonnent. Hein. Son côté très svelte, ses griffes qui sont très droites, ça me gêne énormément. Mais il a quand même de bons points, donc j'approuve tout de même ce dinosaure. Cette représentation a le mérite de montrer les caractères généraux de cette famille très particulière de dinosaures théropodes. Mais si vous voulez vraiment un Therizinosaurus bien représentatif des dernières données scientifiques, je vous conseille plutôt de jouer au jeu Path of the Titan, où là le Therizinosaurus est véritablement bien réalisé. Beaucoup mieux réalisé que le Therizinosaurus de Jurassic World et du jeu, bien sûr, Jurassic World Evolution 2. Pour terminer, comment recréer un environnement adéquat pour notre dinosaure dans Jurassic World Evolution 2 ? Eh bien, tout d'abord, utiliser un environnement de zone tempérée et utiliser une végétation surtout composée de gymnospermes, donc des conifères, des araucarias. Mais c'est vrai qu'il y avait déjà des angiospermes, pour faire simple, des plantes à fleurs. Car à la fin du Crétacé, en Asie, les plantes à fleurs étaient déjà très répandues. Créer un enchevêtrement de cours d'eau plus ou moins large pour représenter une zone deltaïque marécageuse. Les animaux présents dans le jeu et se situant à l'époque et la localité de notre Therizinosaurus sont nombreux. L'ornithomimosaure Gallimimus, sans plumes, dommage. On sait que la plupart des ornithomimosaures avaient des plumes et il est fort probable que le Gallimimus en avait aussi. Et Deinocheirus. Vous pouvez également mettre le Vélociraptor. Alors, oui, le Vélociraptor, mais mettez pas le Vélociraptor du jeu. Ni le Deinonychus d'ailleurs. Le mettez pas. Non, vous pouvez essayer de mettre le Pyroraptor. Alors je sais, le Pyroraptor, c'est pas le Vélociraptor, mais vu qu'il se rapproche quand même un petit peu de la taille du Vélociraptor et qu'en plus il a des plumes, allez, on va pas se gêner, on va remplacer notre Vélociraptor par le Pyroraptor. Ça sera un peu plus crédible. Puis Cocorico, on a un dinosaure français, c'est cool. Vous pouvez y mettre également les Oviraptoridés Gigantoraptor et Oviraptor, le Pachycéphalosauridé Homalocéphale. Pour les Ankylosauridés, pas de Tarkia ni de Zecania. Mais ces deux espèces peuvent être remplacées par Ankylosaurus, qui est sensiblement proche de ces deux taxons. Pour les hadrosaures, eh bien là, c'est compliqué, car il n'y a pas d'hadrosaure dans le jeu ayant une crête nasale semblable au Zorolphus. Par contre, pour le Barsboldia, il est assez proche d'Edmontosaurus, même si, petit problème, Edmontosaurus, alors ils avaient à peu près les mêmes configurations au niveau taille, qu'au niveau de la morphologie, ça devait être assez comparable, puisque je vous ai dit, au niveau cladistique, ils sont assez proches au sein des hadrosaures. Mais il y a quand même un problème, c'est que le Barsboldia, il a des épines neurales très développées. Alors pas aussi développées qu'Uranosaurus, mais si vous faites un mixte, une moyenne entre Edmontosaurus et Uranosaurus, et que vous faites entre les deux, vous avez un peu une sorte de petite bosse, moins développée qu'Uranosaurus sur nos Barsboldia. Pour les sauropodes, même problème. L'Alamosaurus aurait été un bon candidat pour remplacer le Nemectosaurus ou l'Opistocoelicodia, car ces trois taxons sont très proches, mais problème, notre Alamosaurus est beaucoup trop grand. Ouais, parce que les deux autres, là, qui étaient dans le désert de Nemect, ils dépassaient timidement la dizaine de mètres, voire certains, atteignaient les 14 ou 15 mètres de long. L'Alamosaurus, c'est un des plus gros sauropodes. Il dépassait largement les 20 mètres. Donc non. Et pour notre Tarbo, eh bien, il y a bien un Tarbosaurus dans le jeu, qui est arrivé avec le dernier DLC. Mais franchement, il est bâclé à l'extrême. Vous savez ce qu'on a fait dans ce jeu? On a pris le tyrannosaure, déjà existant, et on l'a un petit peu modifié, mais vraiment un petit peu, et surtout mis des trucs dégueulasses dessus, pour dire, voilà, vous avez un Tarbosaurus. Déjà, au niveau de la proportion, il est, dans le jeu, il est légèrement plus grand que le Tyrannosaurus Rex, alors que, normalement, le Tarbosaurus est légèrement plus petit. On lui a mis des ostéodermes dégueulasses sur le corps, alors qu'on n'a aucune trace d'ostéoderme sur le Tarbosaurus. Et en plus, cerise sur le gâteau, on a fait un crâne, une tête de T-Rex, alors qu'on sait très bien que même si de profil, il se ressemble beaucoup, de face, vous voyez bien que le crâne de Tarbosaurus est très compressé
latéralement, c'est-à-dire qu'il est très étroit. Et c'est pas le cas du tout là dans le jeu. Là, on voit véritablement, c'est une tête de T-Rex. Hein. On n'a rien changé du tout. Voilà ce qu'on a fait avec notre Tarbosaurus. Donc, ouais. Donc dans cette reconstitution du paléovironnement, j'ai tout de même mis le Tarbosaurus, à contre-cœur bien sûr. Et l'Edmontosaurus pour remplacer Barspolia. Par contre, je n'y ai mis aucun sauropode. Bah oui, l'Alamosaurus était beaucoup trop grand. Cette vidéo touche à sa fin. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé dans un épisode véritablement très spécifique de la chaîne. Ça m'a vraiment fait plaisir de tourner une nouvelle vidéo de la Dinothèque. Ça me tenait à cœur depuis 2 ans, puisque la dernière date de 2 ans. Donc je reviens après de très longues et dures péripéties. Ces 2 dernières années n'ont pas été forcément toutes roses. Ça a été très difficile pour moi sur un plan professionnel et ainsi que personnel. Donc si vous voulez vraiment me faire plaisir et me donner encore envie de continuer cette aventure au sein de Graines de Savoir, n'hésitez pas à partager la vidéo et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, est-ce que vous avez des critiques positives et également négatives pour que je puisse m'améliorer. Et je dis également bienvenue aux nouveaux abonnés. Je tenais à remercier François-Louis Pellissier pour m'avoir aidé à élaborer les cladogrammes dans la partie phylogénie de cet épisode. Merci beaucoup à toi, François-Louis, et n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, donc sa chaîne FL Reptile. Donc voilà, je vous fais à tous de très gros bisous, et je vous dis à une prochaine sur Graines de Savoir et dans la Dinothèque. À la prochaine, et comme d'habitude, que la curiosité soit avec vous, à tout jamais.